Cours. Voilà, c'est parti. Non. Voilà, l'enregistrement est en cours. Brice, vous pouvez prendre la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière séance d'échange dans le cadre de ce MOOC, le tourisme c'est culturel. Une sixième séance animée de main de maître par Boris, que je salue, durant laquelle je souhaite que on puisse participer collectivement, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Donc, ce qu'on a prévu pour cette dernière séance, c'est de sélectionner une partie des questions qui ont été posées par écrit par les plus de 5000 inscrits à ce MOOC depuis plusieurs semaines. Boris les a synthétisées. Donc, on va essayer de synthétiser ces questions en 6 ou 7 points. Comme il y avait 6 séances, je vous propose de traiter ces 6 thématiques. Et puis ensuite, éventuellement, si vous êtes plusieurs à être en ligne, on répondra directement aux questions que vous ne manquerez pas de me poser dans la demi-heure qui vient. Voilà en gros ce que je vous propose. Cher Boris, je vous laisse peut-être la main peut-être pour déjà poser les premières questions qui vous ont été envoyées par écrit. Et puis, bien sûr, on essaiera de réagir en direct si certaines ou certains se connectent et nous posent un certain nombre d'éléments. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on va procéder par ordre de sujets abordés au cours donc de cette sixième partie, quand le tourisme et la culture fondent les stratégies d'attractivité des territoires. Alors, une première question concernant les dispositifs publics nationaux. Alors, première question autour de l'opération Goût de France qui œuvre pour la mise en lumière de nos atouts en matière de gastronomie. Comment pouvons-nous promouvoir nos produits régionaux via cette opération ? Comment se fait la sélection et quels sont les grands rendez-vous à noter? Bien. Alors que vous le savez, la France, on l'a suffisamment dit durant ce MOOC, est une destination touristique majeure, bien entendu. Peu importe les statistiques, en tout cas, c'est l'une des destinations les plus dynamiques au monde, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs. Moi, ce que je souhaite et ce que nous avons souhaité avec mes camarades qui ont travaillé avec moi dans le cadre de ce MOOC, Nicolas Monco, Julie Faure et Philippe Verguin notamment, c'est plutôt d'axer nos réflexions sur cette partie qualitative. Et si la France est attractive et si les destinations françaises le sont tout autant, c'est en grande partie notamment dû à nos patrimoines, à nos savoir-faire. Et dans ces patrimoines et les savoir-faire, la gastronomie en fait partie et, si j'ose dire, fait partie de notre tiercé de tête. On vient en France parce qu'on a du vignoble, on vient en France parce qu'on a une gastronomie de qualité. Et lorsque le repas français était classé au patrimoine de l'UNESCO en 2010, beaucoup se sont dit il faut valoriser ce patrimoine à travers le monde en organisant un certain nombre de journées. Et c'était la fête de la gastronomie qui a été lancée dès 2011 pour valoriser ce repas à la française dans le monde, avec le réseau consulaire, notamment par exemple l'Institut français qui a valorisé cela à travers le monde. Et puis l'appellation a un peu changé, c'est devenu l'appellation Goût de France, donc c'est l'appellation sur laquelle la question a été posée par l'un d'entre vous, et cette opération Goût de France est coordonnée par le ministère de l'économie, c'est-à-dire notamment la DGE, la Direction générale des entreprises à Bercy, qui a une mission spécialisée sur le sujet, qui chaque année reçoit les candidatures, organise des rendez-vous et puis bien sûr essaye de valoriser toutes les initiatives qui peuvent exister en France ou à l'international. Donc pour répondre très concrètement à la question, c'est principalement la Direction générale des entreprises qui coordonne ce projet Goût de France, bien sûr dans les limites des frontières nationales, c'est-à-dire sur le territoire français, et puis à l'international, c'est notamment le ministère des Affaires étrangères en lien avec Atout France et avec le réseau dont j'ai parlé, notamment l'Institut français, qui organise à travers le monde pendant 3 jours des célébrations de ce génie gastronomique français. Alors comment faire pour valoriser
tel ou tel type de patrimoine gastronomique régional ou local, c'est relativement simple. Il vous suffit de contacter directement la DGE ou les représentations à l'échelle territoriale, et ensuite vous aurez pendant plusieurs semaines des échanges qui vont être programmés, et vous serez vraisemblablement associé aux prochaines manifestations. Alors bien sûr, aujourd'hui on parle principalement du repas français, c'est-à-dire beaucoup de restaurateurs qui sont associés, mais il est évident que dans les logiques et dans les dynamiques attendues dans les prochaines années, on y associera aussi les producteurs, parce que je crois, moi, que c'est un élément tout à fait fondamental, qualitatif, d'attractivité des territoires, faire le lien, notamment cette problématique des circuits courts, des productions respectueuses de l'environnement, notamment les productions bio. Bien, c'est évident que ce sera totalement au cœur des stratégies de développement de ce repas gastronomique à la française. Voilà, et je vais peut-être me changer d'orientation parce que je vois qu'il y a un lever de soleil et donc la lumière est un peu compliquée. Donc je vais me tourner dans l'autre sens. Je pense que ce sera mieux, cher Boris. Dites-le moi en direct et on va essayer de faire ça de façon spontanée. Voilà, et vous verrez le paysage derrière moi. Là, vous êtes un petit peu à contre-jour. Voilà, c'est mieux. Voilà, parfait. Voilà, comme ça. Très bien. Et donc, il y avait une autre question dans cette grande question. Œuvre-t-il, Goût de France, œuvre-t-il avec le corps éducatif pour aller dans le sens de cette sensibilisation aux beaux produits de notre terroir? Bien sûr, si vous êtes parent d'élèves, il ne vous a pas échappé que des grands restaurateurs et des grands chefs étoilés offrent pendant plusieurs jours leur service et programment des repas à la française dans les restaurants, que ce soit des restaurants universitaires ou les cantines des écoles. Donc, il est évident que l'éducation au goût, l'éducation à la gastronomie fait partie, alors je ne dirais pas des priorités fondamentales du ministère de l'Éducation nationale et des programmes scolaires, mais fait partie des engagements des différents ministres qui se sont succédés, en gros, depuis 2010 ou 2011, pour mobiliser l'attention des élèves et surtout pour les éduquer, parce que bien manger, avoir une alimentation diversifiée, c'est aussi ça, valoriser notre savoir-faire et nos compétences. Donc, oui, d'une façon générale, l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur sont associés de façon indirecte, parce que ça n'est pas inscrit dans tous les programmes de toutes les années d'enseignement, mais c'est évident que durant ces quelques jours où on fête la gastronomie à la française, on essaye de mobiliser, de créer des attentions et surtout de susciter peut-être des vocations. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'idée de la transmission, de susciter des vocations, d'encourager les jeunes à se pencher aussi autour des métiers de la bouche, aux métiers de la restauration, qui sont des métiers attractifs, qui sont des métiers en tension, avec des écoles à très forte notoriété dans le monde. Je donne 2 ou 3 exemples. L'école Ferrandi, l'école Alain Ducasse ou l'Institut Paul Bocuse, qui sont des marques mondiales aujourd'hui, et il est évident que ça fait partie de la promotion de ce patrimoine et de ce savoir-faire français à l'international. Alors, autre question concernant la deuxième partie du cours, les dispositifs publics, sites et régions. Une internaute demande une reprécision quant à la définition de SRDTL. SRDTL, oui, c'est un acronyme. Vous savez, en France, on aime beaucoup les acronymes. Moi, je suis enseignant au CNAM et depuis 22 ans, et ça fait 22 ans que des gens me demandent des choses sur l'ACNAM. Donc, c'est simplement une question de genre. Et les acronymes signifient un certain nombre de choses, puisque le CNAM est un établissement d'enseignement et l'ACNAM est la Caisse nationale d'assurance maladie, pour laquelle mes compétences sont relativement inexistantes. Alors, SRDTL, c'est un acronyme qui veut dire Schéma régional du développement du tourisme et des loisirs. C'est un dispositif
qui est prévu par la loi, notamment la loi NOTRe, inscrit au Code du tourisme, l'article 131.1, ça va vous faire rêver, chère madame, notamment, mais je vous encourage à lire un certain nombre de textes. C'est une obligation réglementaire et législative qui s'impose aux régions. C'est notamment l'outil qui permet aux régions de planifier les actions des politiques publiques en termes de programmation touristique. Donc ça c'est un verbiage peut-être un peu techno, et ça n'a peut-être pas de grand sens pour vous quand je dis ça, mais c'est un élément central puisque c'est une programmation sur le temps d'un mandat exécutif à l'échelle des régions, c'est-à-dire à peu près les SRDTL durant environ 5 ans, et c'est durant ces 5 années, les régions qui ont aujourd'hui les compétences en matière de développement économique transférées par l'État dans le cadre des lois de décentralisation, et au regard de ces transferts de compétences, le développement économique, c'est un élément central aujourd'hui de la vie des territoires. Quand on parle de cela, on parle d'attractivité. Attractivité, ça veut dire essayer d'accueillir des entreprises, et ce sera notamment peut-être un lien avec d'autres questions qui vont venir, essayer d'attirer des nouveaux habitants et essayer d'attirer, aujourd'hui c'est aussi un nouveau sens, de nouveaux habitants temporaires, c'est des visiteurs nationaux ou internationaux. Pour cela, il y a des dispositifs de financement, des dispositifs d'investissement qui existent, et c'est par le biais des SRDTL que les régions envisagent leurs actions durant ces 5 ans. Donc c'est un dispositif que toutes les régions, normalement, doivent mettre en œuvre. Vous savez que la France est un territoire compliqué. Il y avait 22 régions métropolitaines, il en reste 13, avec des régions qui sont devenues des États dans l'État. On dit souvent, par exemple, que la Nouvelle-Aquitaine est grande comme le Danemark et peuplée comme l'Autriche. Donc ça veut dire que vous avez des régions qui ont des échelles tout à fait particulières, et ces dispositifs permettent de programmer l'action des pouvoirs publics. Alors ces actions sont accompagnées de dispositifs de financement avec des objectifs. Alors il y a plusieurs objectifs aujourd'hui qui sont partagés par la quasi-totalité des SRDTL qui ont été votés par les exécutifs et les législatifs régionaux, des dispositifs notamment en matière de soutien aux entreprises, en programmation de soutien, notamment en création de nouvelles offres, c'est-à-dire notamment on se pose la question de l'innovation, et puis bien sûr on essaye aussi de déterminer quels vont être les axes d'investissement en matière notamment d'hébergement, puisque la France est souvent à l'échelle des régions en sous-équipement, notamment d'hébergement qualitatif. Donc ça veut dire ici c'est un dispositif obligatoire. Certaines régions ne s'en sont pas dotées notamment, donc c'est-à-dire aujourd'hui ces régions métropolitaines ou ultramarines n'entrent pas totalement dans le champ de la loi républicaine, mais c'est quelque chose d'obligatoire et de totalement indispensable pour vous, professionnels, notamment du monde de la culture, puisqu'il y a des dispositifs très précis d'aide, par exemple, à la création culturelle, à la création entrepreneuriale dans le monde du tourisme et de la culture qui sont prévus dans ces fameux SRDTN. Très bien, merci pour cette présentation concise et précise. Par rapport à un cas d'école, là, c'est Eugène qui est originaire de Normandie, un monsieur qui a plus de 70 ans, qui s'est confié en disant que des sites normands ont été totalement rasés par la région sous prétexte de désertification. Ça le désole parce que ce sont des sites en lien avec toute son enfance. Et n'y a-t-il pas possibilité de mettre en place des garde-fous pour ne pas que notre patrimoine, un véhicule de notre histoire, ne parte ainsi en fumée? Ne devrions-nous pas créer avec un ministère du patrimoine pour veiller plus amplement à sa protection face aux ogres du capitalisme? Alors c'est une question tout à fait intéressante avec une idée noble de l'intervention des pouvoirs publics. Et je vais vous donner le fond de ma pensée, bien sûr, sur le sujet. Moi, je pense aujourd'hui que la défense du patrimoine en France, c'est une cause nationale portée par beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs
des petits acteurs, des particuliers, alors particuliers qui peuvent être propriétaires de biens patrimoniaux. C'est peut-être aussi des petites entreprises qui, par le biais notamment d'actions de mécénat de proximité, essayent de s'engager dans la restauration ou dans le soutien au patrimoine, quelle que soit d'ailleurs la nature du patrimoine. Ça peut être du patrimoine bâti, du patrimoine immatériel, ça peut être aussi du patrimoine naturel, et je pense qu'il faut d'ailleurs en parler davantage de ce patrimoine naturel en matière de préservation et de promotion. Alors la question que vous posez repose sur non pas la mobilisation des acteurs de terrain qui existent, et on le voit tous les jours, on le voit y compris d'ailleurs dans la création du loto du patrimoine, avec beaucoup de Français qui, l'année dernière, et on imagine que dans quelques semaines, l'opération va être à nouveau un succès, mais pose plutôt la question: que fait l'État et que font les collectivités en matière de préservation du patrimoine? D'abord, le rôle de l'État, c'est un rôle réglementaire, c'est-à-dire que l'État a dans ses priorités principales, c'est de faire voter la loi. De faire voter la loi pour qu'elle soit respectée sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire, bien sûr, voter une loi et faire en sorte que cette loi soit observée partout, et si ça n'est pas le cas, avoir la capacité d'intervenir par des mesures coercitives. Alors, les dispositifs de sauvegarde du patrimoine existent dans la loi française, et j'ose vous rappeler que c'est un peu la France qui a été figure de proue de l'invention de la sauvegarde du patrimoine, et on va remonter quasiment au XIXe siècle et pas avant, avec la création par Prosper Mérimée et d'autres, vous l'avez sans doute à l'esprit, des premiers dispositifs. Alors ce que pose ce monsieur comme question, c'est vraisemblablement, il considère que l'action de l'État n'est pas suffisante. Moi, je crois aujourd'hui que l'État ne peut pas répondre à toutes les problématiques posées sur l'ensemble des territoires. Je crois que le dispositif législatif existe aujourd'hui. Après, c'est une volonté politique qui manque. Voilà. Je pense que les dispositifs existent. La volonté politique n'est peut-être pas à la hauteur des ambitions que beaucoup d'entre vous ressentez. Alors, il y a des ministres qui se sont succédés depuis la création du ministère de la Culture par André Malraux au début de la Ve République. Certains ont été totalement avant-gardistes et ont été totalement engagés dans la préservation du patrimoine. Je ne citerai pas de nom, mais sans doute vous les avez toutes et tous à l'esprit. D'autres ont été sans doute un peu moins passionnés. Je n'ai pas de jugement de valeur à émettre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que la création d'un ministère du patrimoine serait la bonne solution. Parce que vous savez, la question aujourd'hui des politiques publiques, c'est bien sûr un affichage politique, mais ce sont les périmètres d'activité et de capacité d'intervention, notamment de l'administration publique. Et aujourd'hui, je crois aujourd'hui, c'est principalement dans les missions de l'administration publique qu'il faudrait revoir un certain nombre d'engagements. Alors, bien sûr, ça nécessite une vraie volonté politique, et ça nécessite aussi, en matière politique, on parle beaucoup de ruissellement, ça nécessiterait bien évidemment aussi l'implication de services déconcentrés de l'État à l'échelle des régions, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'État décide de la loi, et c'est à l'échelle des collectivités régionales, territoriales et locales que les dispositifs sont engagés. Donc, oui, sans doute, il manque un degré d'intervention, mais les dispositifs législatifs existent aujourd'hui. Je crois quand même que globalement, si la France est attractive en matière touristique, c'est parce que notre patrimoine est important. Bien sûr, il y a eu des aberrations dans l'histoire, et on pourrait multiplier les exemples. La disparition des Halles de Paris a été un non-sens absolu, mais c'était la logique des années 60, la logique du tout automobile, du progrès technologique. On l'a regretté très rapidement, mais c'était trop tard. Donc aujourd'hui, les dispositifs existent. Il manque simplement un peu de volonté politique, mais je crois que le sens de l'histoire va plutôt là-dedans, ou vers cet engagement pérenne. Et puis, bien sûr, après, il faut des moyens financiers, et peut-être que ça fera l'objet d'une question que Boris ne manquera pas de me poser dans quelques instants.
Alors là, il y a une question par rapport à la troisième partie du cours, les dispositifs territoriaux. Ouais. Il y a un internaute qui nous demande qu'est-ce que vous appelez les EPCI du Poitou, leurs grands axes d'activité, quels sont-ils? Alors, c'est pas moi qui appelle ça les EPCI, hein, c'est un acronyme, c'est vraiment la matinée ici au Canada et le midi chez vous en France, des acronymes. Alors, EPCI, c'est un acronyme qui veut dire Établissement public de coopération intercommunale. Donc là, vous avez un dispositif qui est très précis également. Vous savez qu'on aime la facilité et la simplicité administrative en France. Donc, il existe l'État, il existe les régions, il existe les départements, il existe les communes. Avec différentes lois de décentralisation, on a essayé de favoriser des regroupements de communes. Alors bien sûr, les communes n'ont pas disparu, donc c'est un échelon intermédiaire, les EPCI, et c'est notamment tout ce que vous connaissez qui porte des acronymes que vous devez adorer, CC pour communauté de communes, CA pour communauté d'agglomération, CU pour communauté urbaine. Donc les EPCI, c'est des regroupements de collectivités aux échelles territoriales, et c'est notamment dans ces regroupements que les nouveaux dispositifs d'organisation du tourisme à l'échelle territoriale existent aujourd'hui. C'est-à-dire que, notamment, l'application de la loi NOTRe a encouragé et a obligé le transfert de la promotion touristique des offices communaux tels qu'on les connaissait auparavant, des syndicats d'initiative, dans des structures intercommunales. Donc on a vu fleurir des offices de tourisme à l'échelle intercommunale. Donc l'intercommunalité aujourd'hui, c'est l'échelon territorial le plus proche des réalités. Donc quand on a parlé des EPCI du Poitou, c'est tous ces engagements à l'échelle territoriale portés par des élus. Alors il y a des élus formidables, d'autres un peu moins, mais c'est l'humain, c'est l'être humain là pour le coup, avec des projets, notamment de réhabilitation d'un certain nombre de patrimoines mobiliers, de patrimoine immobilier, pour les transformer en centre touristique, en centre de formation, et on a donné beaucoup d'exemples, notamment dans l'ex-région Poitou-Charentes, devenue aujourd'hui un territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Alors, autre question. La Fédération française des parcs naturels régionaux de France permet aux artisans de valoriser leurs produits dans les boutiques de ces parcs et tables de restauration. Cela peut-il suffire à relancer et dynamiser les productions régionales? Alors, poser la question équivaut à y répondre déjà. Hein. Moi, je suis un fervent partisan et défenseur des parcs naturels régionaux. Il y en a un peu plus de 50 en France. Je pense que c'est un dispositif formidable pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une marque de qualité. Je crois que beaucoup de Français font confiance au PNR. C'est une marque attractive puisqu'il y a beaucoup de visiteurs qui vont dans les PNR. C'est aussi une marque qui essaye, un label, qui essaye de rapprocher à la fois les entreprises, des citoyens et des visiteurs. Donc, bien sûr, il y a des boutiques, il y a de la promotion, il y a des petits labels qui sont accolés sur les productions des petits producteurs locaux. Alors, bien sûr, c'est un débouché économique. C'est un débouché économique qui existe, mais qui n'est pas suffisant pour faire vivre tous les petits producteurs de France. Simplement, je pense que c'est un vrai label de qualité, c'est une sorte d'AOC qui peut exister en France. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui que les visiteurs qui sont en recherche de qualité, de proximité, de relations aussi avec les producteurs, les PNR ont vraiment une sorte de boulevard devant eux pour être identifiés comme les acteurs de terrain qui garantissent cette qualité de production et cette qualité de service, et ça c'est très important, à destination des visiteurs nationaux ou internationaux. Très bien. Autre question concernant les dispositifs spécifiques. Paris, ville augmentée, Normandie impressionniste sont des appellations générées par ces contrats de destination. N'y aurait-il pas tout intérêt à mettre toutes les régions sur un pied d'égalité en matière d'aide au développement touristique
plutôt que d'en favoriser certaines plutôt que d'autres? N'y a-t-il pas un risque de favoritisme pour des questions d'orientation politique? Alors écoutez, je vais vous répondre encore en fonction de mes convictions personnelles. Euh, Bien sûr, les risques de conflits d'intérêts, les conflits politiciens peuvent exister. Moi, je crois aujourd'hui que la France, à l'échelle internationale, découvre la promotion de marques. Alors, il ne faut pas non plus avoir uniquement comme philosophie et comme pensée la promotion des marques, le marketing territorial, mais pour autant, les 22 contrats de destination, c'est une démarche portée par l'État en relation avec les territoires, les collectivités, les entreprises, les principales entreprises sur ces territoires, pour valoriser les plus grandes marques françaises à l'international. Et je crois que c'est une démarche louable dans sa philosophie. Alors bien sûr, après on peut critiquer le choix des marques qui a été fait. Il y en a 22. Il y en a qui sont connus à travers le monde. Paris, est-ce qu'il fallait mettre ville augmentée derrière Paris? Je n'en suis pas certain. Il y a la Côte d'Azur qui n'avait pas été sélectionnée, sans doute là pour des raisons politiciennes, mais qui était rajoutée dans un deuxième temps. Vous avez bien sûr d'autres marques qui sont connues, bref, je ne vais pas toutes les citer, la Normandie, le Mont-Saint-Michel, etc., le Val-de-Loire. Bon, d'autres marques sont sans doute moins connues. C'est par exemple le cas du Jura, qui est une marque bien connue en France, sans doute avec une notoriété un peu moins élaborée sur des marchés internationaux lointains. Moi, je crois que c'est des dispositifs tout à fait intéressants. Pourquoi? Parce que, vous savez, nos grands concurrents ne nous ont pas attendus et se sont lancés dans de la promotion très intéressante. On en a parlé notamment avec Gwenaëlle Delos quand je suis allé l'interviewer à Londres. La Grande-Bretagne a promu depuis une dizaine d'années quelques marques de façon extrêmement forte sur un certain nombre de marchés. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir du référencement. Il faut avoir une vraie stratégie de marketing. Et là, je crois que le choix de ces marques est un choix relativement judicieux. Alors bien sûr, il y a des choses qui manquent, sans doute. C'est un dispositif porté par l'État, qui met un peu de moyens, mais pas beaucoup. C'est 75 000 euros d'engagement de la part de l'État, avec ensuite nécessité de mobiliser, et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant, toutes les forces vives à l'échelle territoriale. Vous savez, en France, on a la culture individuelle. Et ces contrats de destination, c'est aussi habituer tous les acteurs à travailler ensemble. Le cas du Mont-Saint-Michel est à cet égard tout à fait passionnant. Le Mont-Saint-Michel, c'est 2 millions de visiteurs par an, c'est la moitié de visiteurs internationaux et là-dedans, la moitié à peu près de visiteurs japonais et coréens. C'est quelque chose qu'on a vu arriver et personne ne se posait vraiment de questions là-dessus. Et tous les acteurs se mobilisent aujourd'hui pour avoir une vraie stratégie à la fois interrégionale, puisque Bretagne et Normandie travaillent ensemble, à l'échelle des départements, puisque plusieurs départements sont touchés, mais surtout aussi tous les acteurs économiques. Et je crois que c'est ça aussi la dynamique qu'il faut défendre, dire que des hébergeurs qui travaillent avec des agences réceptives, qui travaillent avec le Centre des monuments nationaux, par exemple, pour le Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire des professionnels du patrimoine et de la culture, c'est quelque chose d'essentiel et c'est une culture collective qui est apprise par le biais de ces contrats de destination. Et je crois que c'est l'objectif essentiel de cela. C'est être capable de tirer tous dans le même sens, de créer des synergies, d'avoir un esprit collectif, d'avoir une vraie équipe territoriale dans le fond. Et je crois que ça, c'est totalement nouveau en France. Alors, on peut le critiquer. Il y a des élus qui sont engagés là-dedans, sans doute de façon insincère, d'autres de façon totalement sincère. Mais gardez à l'esprit que c'est ensemble qu'on est fort et pas individuellement. Aujourd'hui, on est très faible quand on reste seul. Alors, on va maintenant procéder aux deux dernières questions par rapport au dispositif dont on dispose donc pour la mise en valeur de notre patrimoine, notamment les financements privés. Alors, il y a une question de Mathilde. Les financements privés émanant des entreprises françaises, fondations, sont-ils recensés sur des sites web spécialisés ou ouvrages publiés annuellement? Est-ce que tout cela est recensé? Alors, il y a quelques recensements, mais il faut faut être vraiment honnête, je pense que c'est totalement imparfait. Donc là, vous touchez du doigt, Mathilde, un problème.
Hein, il va falloir le résoudre, tout simplement. Donc, vous avez des plateformes qui existent. Hein, on a vu apparaître des plateformes de crowdfunding, donc qui inventorient un certain nombre de soutiens. Vous avez bien sûr la Fondation du patrimoine, qui est formidable, essentielle dans notre dispositif. Donc là, vous avez des données sur, bien sûr, ce que soutient la Fondation du patrimoine, mais il n'existe pas d'inventaire très précis de tous ces dispositifs et de l'ensemble des sites, l'ensemble des territoires qui ont été soutenus et aussi la mesure, parce que ça c'est quelque chose d'important, l'évaluation a posteriori de l'efficacité de ces soutiens. Donc, moi, ce que je vous propose, chère Mathilde, c'est qu'on réfléchisse ensemble à la création d'une plateforme. Je pense que ça pourrait être tout à fait soutenu par un certain nombre d'acteurs, parce que, vous savez, on a vu le cas récemment avec Notre-Dame. Il y a beaucoup d'argent qui est utilisé pour le soutien, la rénovation, la transformation du patrimoine. Mais aujourd'hui, bien sûr, la culture de l'évaluation n'existe pas en France et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de totalement essentiel pour la transparence des deniers, que ce soit des deniers publics comme des deniers privés. Je pense que ici, on est dans une question éthique et je crois que la culture, le patrimoine et le tourisme, c'est aussi être dans une relation de confiance avec les gens qui soutiennent les initiatives. Donc, c'est quelque chose à imaginer et je suis totalement partant pour réfléchir avec vous sur ce sujet. Très bien. Dernière question, comment peut-on continuer à suivre des formations comme celle-ci auprès de vous au CNAM? Y a-t-il des limites d'âge pour intégrer les cursus de formation et quelles sont les dates d'inscription? Alors, écoutez, merci pour cette question. Ça veut dire que vous n'en avez pas marre de m'entendre, ce qui est plutôt positif et un bon signe. Non, je trêve de plaisanterie. Le CNAM est un établissement qui a un ADN tout à fait atypique dans l'horizon de la formation en France. D'abord, c'est son histoire, création en 1794, 2 siècles, et puis surtout, ce sont les publics qui composent les promotions du CNAM. Nous, on n'a pas de discrimination. D'une façon générale, le CNAM s'est ouvert à tous et partout. On a une devise latine qui est omnes docet ubique. Il enseigne à tous et partout. Donc ça veut dire que tous les âges sont les bienvenus. Moi, je coordonne un certain nombre de programmes. Je ne vais pas les lister ici, bien entendu, mais tous les publics sont les bienvenus à 2 conditions près. La première condition, c'est d'avoir une expérience professionnelle, donc avoir un acquis professionnel. C'est quelque chose qui nous intéresse. Parce que nous, on forme des adultes tout au long de la vie. Et donc, on a un lien de confiance avec les gens qui ont déjà une expérience professionnelle. Les enseignements ne sont pas du tout les mêmes, d'ailleurs, hein, si on compare avec la formation initiale. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est accompagner des projets professionnels. Et donc, moi, l'ensemble des cursus dont je m'occupe, que ce soit à un niveau licence professionnelle ou d'autres niveaux d'ailleurs, eh bien, on aime accompagner des gens qui sont porteurs de projets parce que ce sont des gens passionnés. Et moi, mes équipes, ce sont des équipes de gens qui s'investissent par passion dans l'enseignement, souvent des professionnels engagés qui prennent un peu de temps dans leur agenda pour venir chaque semaine ou tous les mois, parce que souvent c'est des séminaires mensuels, pour accompagner nos élèves dans leur réflexion professionnelle. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Bien entendu, hein, la moyenne d'âge, moi, des programmes dont je suis responsable, c'est un peu plus de 40 ans. Donc, en statistique, c'est une statistique, c'est un âge moyen. Et puis, vous avez bien sûr des aléas statistiques. On a des élèves de plus de 60 ans et on en a qui ont à peine 20 ans. Mais d'une façon générale, notre public, c'est le profil moyen, ce sont des quadras qui sont en reconversion ou qui réfléchissent à l'élévation de leurs compétences ou à la transformation de leurs compétences professionnelles. Et puis enfin, des dates. D'une façon générale, nous, on accueille des gens, bien sûr, à des moments précis. Les programmes dont je suis responsable, vous avez au CNAM de Paris, mes programmes à moi débutent généralement en janvier, donc c'est-à-dire sont des programmes qui sont programmés sur l'année civile. Et puis dans les régions, puisque le CNAM aussi est établi dans toutes les régions françaises, ce sont des programmes qui débutent généralement et qui se confondent avec l'année universitaire, c'est-à-dire de septembre à juin. Mais de toute façon, vous avez beaucoup d'informations sur tous les sites internet et puis n'hésitez pas à solliciter des rendez-vous avec toutes les équipes du CNAM
qui se feront un plaisir, bien sûr, de vous accueillir. Peut-être pas à partir du 15 juillet, mais en tout cas, essaieront de vous répondre, toutes ces équipes, dans les meilleurs délais. En tout cas, soyez les bienvenus et écoutez, poursuivons le dialogue, puisque je pense, Boris, c'est l'heure de clore ce dernier temps d'échange. Oui, merci beaucoup, Brice Dution, pour ces cours interactifs passionnants. Et donc, j'espère à très bientôt pour un prochain MOOC. C'est en préparation peut-être. On a quelques idées. C'est un gros investissement, bien entendu, en termes de temps, et il faut trouver les disponibilités dans des agendas très chargés. Donc, on en reparlera, bien entendu, mais je réfléchis, bien sûr, à d'autres MOOC dans les semestres qui viennent. Très bien, merci beaucoup. Et donc, bonne continuation au Canada en attendant de nous rejoindre. Merci, Boris. Allez, Merci, au Brice revoir à Dution. toutes et à tous et bonne continuation professionnelle. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allez, au revoir.